Ils ne sont plus de grands oubliés. Ici, au pied du centre social Les Manguiers, à Nimbaud, reposent des Calédoniens morts de la lèpre. À l'époque, en l'absence de traitement, on partait et mourait dans les léproseries. On est arrivé par bateau ici, on va voir, il y a le débarcadère. Oui, la baie de Nimbaud. Là-bas, il y avait une étable. Aujourd'hui, pour la 73e journée mondiale des malades de la lèpre, Jocelyne découvre pour la première fois ce lieu où reposent des membres de sa famille. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas longtemps que j'attendais ça. Je veux prendre une photo. C'était mon oncle. Je suis contente. Je suis contente qu'il n'ait pas été oublié. Comme dans beaucoup de familles, l'histoire des malades ne se racontait pas. Ma grand-mère s'était mariée et son conjoint a eu la lèpre. Et donc, par conséquent, à l'époque, il n'avait plus de droit d'avoir des contacts puisque la maladie était très contagieuse et qu'il n'y avait pas de traitement, si vous voulez. Par conséquent, le divorce était prononcé automatiquement. Il a vécu ici, il est décédé ici. Il avait eu un fils et il a vécu ici, il a travaillé ici, il a construit. Enfin, c'est ça qui me fait mal au cœur parce que tout ça, c'est plein de secrets, si vous voulez. Des secrets qui entourent aussi la famille de Rosine. Jeune maman, elle se réfugie en 2024 au Manguier et découvre par hasard les tombes de ses arrière-grands-parents. Moi, quand je suis venue ici, je ne savais même pas que c'était mes arrière-grands-parents. Et pour la première fête des morts qu'on a tout redécoré, là, c'était en 2024. C'était la première fois que nous, la famille, on est venu pour se recueillir sur la tombe de nos arrière-grands-parents. C'était un peu tabou et caché, quoi. Il ne faut pas raconter des trucs comme ça. Un tabou qui a perduré jusqu'à l'arrivée dans les années 80 d'un traitement. En 2026, la maladie existe toujours, 3 à 11 nouveaux cas par an. Mais les malades restent à la maison. Les léproseries, c'était très difficile. C'est pour ça que ça a marqué les esprits. Et c'est aussi pour ça que cette exposition itinérante, avec de nombreuses photos, permettent de témoigner et permettent de libérer la parole et libérer les émotions pour changer notre regard, puisqu'aujourd'hui, elle se guérit. Et on n'a plus besoin d'isoler. On ne parle plus de la même maladie, quoi. Voilà, ce n'est plus la même maladie. Au-delà de l'exposition, visible au Manguier tout le mois de février, il est aussi désormais possible de parcourir le sentier Ndu, chargé de vestiges de l'histoire sanitaire, mais aussi sociale du pays. Si tu en vois des jolis sur la plage, comme tu viens de trouver, avec une belle pointe, au bout, il n'y a pas les racines, elle n'est pas abîmée, tu peux garder, puis après on mettra dans le sac avec papa. Alors aujourd'hui, on est venu dans le cadre de notre projet Kiwa qui s'intitule Reste-Mangue, restauration des mangroves en Nouvelle-Calédonie, et on est venu ramasser des propagules de palétuviers. Parce qu'à la fin du mois, on organise une plantation de 2000 palétuviers à la plage de Tianit, et donc vu que ça prend un petit peu de temps, on s'est donné 7 jours pour les ramasser. Sur la commune de Tours et sur de nombreuses communes de Calédonie, on est soumis aux effets de l'érosion marine et au risque de submersion marine, c'est-à-dire que la mer vienne du coup sur les terres. Et donc on sait que les palétuviers sont reconnus pour leur rôle de protection. Et en plus de ça, ils vont aussi filtrer les sédiments terrigènes qui vont arriver de la montagne. Et aussi, ça sert de nurserie pour les poissons. Il y a beaucoup de poissons à pêcher pour les familles de l'endroit. On essaie de bien les choisir, les propagules, il ne faut pas qu'elles soient cassées, il ne faut pas qu'elles soient abîmées. On essaie de prendre des propagules qui n'ont pas encore de racines. Donc il faut savoir que les palétuviers en province nord, la majorité des espèces, dont les rhizophora, sont des espèces protégées. Donc on est obligé de faire la demande auprès de la collectivité pour avoir l'autorisation d'en ramasser. C'est mon premier jour ici, donc j'apprends un petit peu à récolter les propagules. Voilà, les bonnes, les mauvaises, celles qu'il faut ramasser ou pas. Donc oui, je suis très contente d'être ici. Quand vous faites des appels, il y a toujours des bénévoles qui répondent présents. Oui, c'est ça, que ce soit au milieu de l'année ou pendant les vacances, on a notre petit groupe et aujourd'hui on a la chance d'accueillir une nouvelle membre qui est la bienvenue parmi nous. Ça me tenait à cœur de découvrir un petit peu la faune et la flore locale en arrivant. Et pour moi, c'était le meilleur moyen voilà, d'intégrer cette association, de découvrir tout ça. Trop joli. C'est quoi ? Il y a une propagule qui s'est mise à boucler, mais je sais pas trop pourquoi. Bien vu en tout cas. C'est important qu'il y ait des enfants aussi. Ah oui, je pense que c'est vraiment essentiel d'impliquer les jeunes générations. Comme ça, au moins, ils ont déjà le coup de main pour trouver les propagules et pour les planter. Et ça fait déjà depuis de nombreuses années que les jeunes de Tours font ce qu'on est en train de faire. Racine, on a dit, on prend pas. Hein. Ouais.
C'est trop tôt pour les racines. Du côté de Tours, il y a le plan de gestion environnementale qui va de 2023 jusqu'à 2033 et parmi ces actions, il y a restaurer la mangrove de Tours et essayer de lutter et s'adapter du moins contre les effets du changement climatique. C'est un savoir-faire rare et précieux, la construction d'une pirogue. Tia fait partie de la soixantaine de jeunes présents ici au Pôle Espoir de Ploum pour les vacances scolaires. Depuis plusieurs jours, elle s'attelle à bâtir la pirogue. Première étape, dégrossir le flotteur principal du navire, une tâche que la jeune fille prend très au sérieux. On a enlevé l'écorce, on a après de la scie, ils ont fait les quadrillages et nous on a commencé à enlever le bois. C'était pas la première fois que je faisais de la sculpture de bois, mais c'était plus avec du matériel très technologique. Alors que là, c'est comme à l'époque, vraiment à l'ancienne. Donc j'ai vraiment aimé découvrir. Les jeunes apprentis constructeurs sont aidés et entourés par de nombreux intervenants. Pour les encadrants, c'est avant tout un devoir de transmission. Nous, on est plus dans la construction de navigation traditionnelle. Et c'est ça qu'on partage aux enfants pour s'imprégner de vraies valeurs. Voilà, le projet, c'est pour initier les jeunes à tenir le cap dans le savoir-faire traditionnel. Il faudra attendre un mois pour voir la pirogue terminée. En plus de cette construction, d'autres ateliers ont été proposés aux jeunes. Sculpture, tapage, chant traditionnel, des activités qui répondent à la thématique de cette semaine, la Mélanésie. Une première édition du pôle jeunesse de Ploum encourageante selon les organisateurs. Aujourd'hui, on est presque à 60 jeunes, donc c'est une petite réussite pour nous. On est très, très contents de faire ça. C'est un nouveau projet. On a des jeunes qui grandissent dans des quartiers ou qui vivent vraiment avec la modernité, comme nous tous. Mais c'est vrai qu'au fond de nous, au fond d'eux, ils se sentent quand même océaniens. Ils ont cette part de savoir-faire qu'ils ont peut-être perdu ou qu'ils n'ont pas eu la transmission. Donc du coup, faire ce genre d'activité, ça leur permet de se questionner eux-mêmes sur leur identité. Le pôle Espoir Jeunesse de Ploum va se poursuivre sur les 2 prochaines semaines. De nouvelles thématiques autour de la culture du monde ou de la culture urbaine seront proposées. De quoi s'occuper gratuitement tout en apprenant de nouveaux savoirs. Tous les matins, la grand-mère, elle faisait son café. C'est ce bruit-là qui m'a réveillé. Il commence à l'Institut de recherche du café et du cacao en 1970, puis passera par le CIRAD et l'IAC. Ce technicien agronome est désormais à la retraite. Alors retrouvez Maurice, spécialiste du café à Pont-des-Riouin. J'ai avec moi un échantillon d'arabica provenant de la vallée d'Amo à Poix-d'Imé. Je voudrais savoir ce qu'il en pense. Bon, qu'est-ce qu'il nous réserve, Maurice? Il est, disons, un peu boisé. Donc là, on va faire 3 tasses. Il faut 8 grammes pour 100 millilitres. La dégustation se fait en général toujours avec une cafetière à piston. Et pourquoi on ne peut pas utiliser une machine à cafetière normale? Comment dire ça? C'est pour les arômes. Donc il faut extraire le maximum d'arômes. Il n'y a que cette cafetière qui extrait le maximum d'arômes qui se retrouve dans le café. Pour 24 grammes, il faut combien? 300 millilitres? 300 millilitres, oui. Il faut 4 minutes. Pourquoi 4 minutes? Pour extraire le maximum de saveur. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te pousse à avoir gardé toutes ces machines? Quel est ce petit truc? C'est une passion. Moi, je suis né dans une plantation de café. J'ai grandi dans le café. Et j'ai toujours travaillé dans le café. Donc, on regarde la couleur du café à la tasse. Donc, la couleur là, on dit ça, c'est disons couleur de robe de moine. Il faut sentir. Une bonne odeur. La dégustation. Faites ça. Vaporiser le palais. Le café a du corps. Waouh! Il a du corps, c'est-à-dire du corps, tu sens, c'est rémanent, ça reste une bonne longueur en bouche. Et après,
il y a l'astringence qui ressort. Et l'astringence, c'est quoi? C'est quand tu manges un fruit qui est, disons, pas mûr, un truc comme ça, là, tu vois. C'est pas l'acide, c'est l'autre. Amer? Enfin, pas amer entre le pas. Tu sens que c'est pas encore mûr, c'est voilà, pas. Ouais. D'accord, c'est ça l'astringence. L'astringence. Et pour moi, c'est un café, je dirais, un café velouté. On perçoit l'amer, mais pas l'acide. C'est un café de bonne tasse. C'est du bon, c'est bon. Vous avez un bon café à la Vallée d'Amois. Au milieu du café aux arômes et saveurs de la Vallée d'Amois, j'en profite pour poser 2-3 questions à notre expert sur nos habitudes de consommation. Réchauffer le café, c'est plus le même goût. Ah, c'est plus le même goût. Touché une corde sensible là. Ah oui, c'est plus le même goût. Hein. Ouais, ok. Ouais. J'ai jamais réchauffé du café. Ah ouais? Ouais, ça m'arrive comme ça, juste pour déguster, quoi. Pourquoi tu le fais pas? Oui, pas? parce que j'aime le café frais. Ah, c'est ça. Là, du coup, c'est le café frais. Le café frais, ouais. Et moi, je bois pas le café le matin. Ah. Ben, tu le bois à quel moment? Tu bois? À midi, après le repas. Ah, ça, il faut pas que je loupe. Le matin, moi, c'est le thé. D'accord. Le savoureux café du pays connaît son apogée en 1939, où sa production atteint jusqu'à 2350 tonnes. 30 ans après, en plein déclin, sa production passe environ à 100 tonnes par an, dû en partie au boom du nickel. Pourtant, en 1969, la filière se relance. Maurice est alors technicien. On produisait à peu près 100 000 plants de café par an. Dans ces années-là? Oui, parce que dans ces années-là, quoi. Parce que la pépinière d'ici livrait du café de Yingen jusqu'à Canal. L'usine de Poney-Riouin produisait à peu près 80 tonnes de café marchand. Sur Thiem, on faisait 40 tonnes. Et sur Canala, on faisait aussi 40 tonnes. Et pourquoi aujourd'hui je ne vois plus ce boom du café? Tous les anciens qui ont fait du café ne sont pas remplacés. Hein. Les jeunes maintenant, il ne faut pas leur parler du café. Hein. Moi, je ne vois pas de jeunes qui se lancent dans le café. Hein. C'est dommage. Hein. Ouais, c'est dommage. Hein. Arabica, Robusta, Café Soleil, la petite dame au manteau rouge a attiré du monde autour d'elle. Pour mémoire, c'est en 1890 que le gouverneur Fayet lance sa production à grande échelle. Viendront près de 500 familles métropolitaines ou encore des familles indonésiennes pour y travailler. De nos jours, il est difficile de dépasser les 2 tonnes.